Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour partager quelques perspectives sur le calcul quantique. Voilà, et donc commencer en rappelant qu'il y a une centaine d'années, on a eu la première révolution quantique et que avec la mécanique quantique, finalement, on a eu le transistor, on a eu aussi les lasers, et évidemment, c'est à la racine de la société de l'information et finalement de beaucoup d'éléments de notre vie quotidienne. Depuis maintenant une quarantaine d'années, on a une seconde révolution quantique. On commence à maîtriser, voire même très bien, des objets quantiques individuels, ce qui donne une sensibilité ultime pour des capteurs, mais on peut aussi utiliser la superposition ou l'intrication d'états quantiques qui n'ont pas d'équivalent dans le monde classique et qui permettent d'envisager des communications inviolables ou une augmentation absolument formidable des puissances de calcul. Alors, ces objets quantiques, on en maîtrise aujourd'hui un grand nombre. Ils sont présentés ici, je ne vais pas les lister, simplement vous dire que ça fait l'objet d'une recherche permanente et très active au plan mondial. Et dans tous les cas de figure, si l'on veut utiliser ces objets quantiques, il faut réussir à les garder dans un état cohérent. Ça veut dire les isoler de leur environnement. Mais si on les isole trop, alors on ne peut plus les piloter. Il y a donc un compromis permanent à trouver, et c'est un sujet qui est particulièrement difficile, passionnant, mais qui fait de grands progrès. Alors, pour ce qui concerne le calcul quantique plus spécifiquement, on peut le faire de différentes façons. Il y a une façon de le faire qui utilise ce qu'on appelle des portes quantiques, qui s'appuient sur des bits quantiques, des qubits. Et l'analogie se fait avec les portes logiques du calcul classique que nous connaissons. La différence, c'est qu'en utilisant ces propriétés de superposition et d'intrication, on arrive à une forme d'accélération dans ce sens que, à chaque coup d'horloge, dans le domaine quantique, lorsqu'on a intriqué grand N qubits, on va tester 2 puissance grand N états. Alors que l'analogue classique fait qu'à chaque coup d'horloge, on aura testé seulement grand N états. Cette accélération est potentiellement très importante et elle peut se matérialiser dans un certain nombre d'algorithmes qui permettent, par exemple, d'obtenir une accélération dite quadratique lorsqu'on recherche dans une base de données, qui permettent aussi d'avoir des possibilités de factoriser les grands nombres de manière exponentiellement plus rapide que ce qu'on peut faire actuellement. Alors ça, c'est un sujet de souveraineté très profond, puisqu'aujourd'hui, nos systèmes de cryptographie sont basés sur l'incapacité à factoriser les grands nombres. Et puis, il y a aussi des perspectives en matière d'accélération des questions d'optimisation de systèmes complexes, par exemple l'optimisation du trafic routier, ou encore la résolution de problèmes à n-corps. Alors ça paraît très abstrait, très compliqué, mais c'est à la racine de tout ce qui permet de simuler des molécules, des atomes ou des matériaux. Donc vous voyez les applications possibles. Et puis la résolution aussi de systèmes d'équations différentielles, par exemple, ce qui permet d'améliorer ou permettra d'améliorer la prédiction climatique ou météorologique. Donc on le voit, il y a des perspectives absolument énormes. C'est donc pas étonnant qu'entre les aspects de souveraineté et les perspectives ouvertes, on ait une dynamique internationale extrêmement élevée. Cette dynamique se matérialise avec d'abord des investissements dans des startups qui sont très significatifs sur l'ensemble de la planète et en accélération, mais aussi avec des implications au niveau des États ou des grands blocs sur la planète en termes d'annonce de stratégie nationale ou stratégie européenne. Et dans ce cadre, l'Europe a été pionnière, et si bien qu'aujourd'hui, en Europe, entre ce que la Commission européenne fait et ce que les États européens ont annoncé, l'Europe est encore dans la course. Alors plus spécifiquement pour ce qui concerne la France, vous l'avez rappelé en introduction, le président Macron a annoncé en début 2021 la stratégie nationale, 1,8 milliard d'euros, dont 1 milliard d'euros de l'État, autour de 6 thématiques. Les 2 premières consacrées au calcul, ensuite des thématiques portant sur les communications, sur les capteurs, sur la cryptographie post-quantique, pour les raisons que j'ai dites précédemment, et puis sur les développements des technologies dites habilitantes, comme la cryogénie, pour ne prendre qu'un exemple. Alors, au cœur de cette stratégie qui a pour ambition de positionner la France avec un secteur industriel nouveau en 2030, il y a évidemment la question des talents, la question de l'émergence des startups, et puis une construction qui est intrinsèquement intégrée, j'allais dire intriquée, à la stratégie européenne. La recherche
est naturellement extrêmement présente dans ce domaine qui vraiment est un domaine d'innovation de rupture. Beaucoup de choses sont encore à découvrir et à mettre au point. Et CEA, CNRS et INRIA ont été chargés de piloter le programme scientifique. Plus spécifiquement au CEA, sur le calcul quantique, nous avons assemblé une force d'un peu plus de 120 chercheurs fondamentaux et technologues qui travaillent dans les écosystèmes de Paris-Saclay et de Grenoble avec nos partenaires CNRS, INRIA, universités et de nombreux industriels, évidemment en lien avec les stratégies françaises et européennes. Et nous mettons l'accent sur deux choses. Les technologies habilitantes, en nous focalisant sur celles qui nous paraît nécessaire de maîtriser absolument. La cryogénie, je l'ai dit, l'électronique rapide, le développement de circuits dits cryo-CMOS pour piloter les qubits. Et puis, deuxième aspect, nous visons une approche système qui part des qubits, dont j'ai dit un mot. Et je m'arrête un instant là pour dire que pour maîtriser les qubits, maîtriser leur taux d'erreur, il y a fondamentalement deux approches. Une première qui consiste à fabriquer des qubits les plus robustes, les plus parfaits possibles. Cette approche se prête bien à l'utilisation des supraconducteurs, et Alice et Bob en est un des fers de lance. Nous travaillons d'ailleurs avec eux, et Théo Perronin expliquera ce point-là, beaucoup mieux que je ne peux le faire à l'instant. Nous travaillons aussi en parallèle sur une deuxième approche qui fait le pari que l'on pourra fabriquer des très grands nombres de qubits, qu'on admettra qu'ils soient imparfaits, mais qu'on pourra utiliser des codes correcteurs d'erreur pour justement les amener à fonctionner comme des qubits logiques. Et dans ce domaine, la microélectronique offre une voie qui présente un potentiel a priori remarquable. Ça revient à utiliser un transistor à très basse température, en présence de champs magnétiques, et ça génère un fameux système à deux niveaux autour du spin de la charge piégée. Je ne rentre pas dans le détail, mais on peut, à partir de là, comme c'est présenté sur ce graphique, faire travailler ensemble plusieurs de ces qubits pour implémenter les algorithmes dont j'ai parlé précédemment. Alors pour faire ça, il faut maîtriser à la fois la physique quantique et la technologie. Et au sein de l'écosystème de Grenoble, nous avons rassemblé nos forces avec le CNRS dans ce but pour développer des circuits, des composants sur la base des technologies les plus avancées de la microélectronique. Vous avez un exemple dans l'image du bas d'un système que nous sommes en train de mesurer. Et nous travaillons d'arrache-pied pour démontrer la viabilité industrielle la preuve de principe de la viabilité industrielle à un horizon de quelques années. Ensuite, l'industrialisation dans ce domaine devrait être particulièrement favorable compte tenu de ce que peut faire la microélectronique. Alors, je reviens à notre stratégie au sein du CEA, beaucoup d'efforts sur les qubits aujourd'hui, mais aussi sur leur intégration, tant du point de vue du matériel, donc comment développer l'intégration de ces objets très petits, en général à froid, pour les faire fonctionner facilement et de manière transparente. Et ça nécessite à la fois l'intégration matérielle, l'intégration logicielle. Et puis, point sur lequel je voudrais insister, il n'y aura pas d'ordinateur quantique généraliste comme nous connaissons les ordinateurs aujourd'hui. Ce seront plutôt des accélérateurs sur tel ou tel sujet. Je vous en ai listé quelques-uns. Et donc, pour qu'ils tirent tout leur potentiel, il nous semble indispensable de les interfacer, de les hybrider avec les systèmes de calcul que nous connaissons aujourd'hui. Et ça fait l'objet d'un des axes de travail que nous poursuivons et dans lequel l'Europe a décidé de faire un effort important en fabriquant une infrastructure européenne de calcul autour de plateformes hybrides. Un premier projet a été attribué par l'Europe au début de l'année dernière. Et dans ce projet, l'idée, c'est d'approvisionner des accélérateurs quantiques et de les interfacer avec les deux plus grands ordinateurs qui existent en Europe. L'un en Allemagne à Jülich, le deuxième sur le centre de calcul du CEA en région parisienne. Nous travaillons là-dessus également avec Gensi et une vingtaine de partenaires. Et les deux premiers ordinateurs viennent d'être achetés. Il s'agit de simulateurs de la start-up française Pasquale. Et ils seront donc maintenant hybridés avec les supercalculateurs dont j'ai parlé pour une mise en œuvre d'ici à peu près un an. Alors au plan national, la stratégie nationale prévoit d'amplifier et de généraliser ce principe. Et ceci donc mobilisera un financement conséquent sur les 5 prochaines années, le tout évidemment dans le cadre de cette infrastructure européenne. Les objectifs sont mentionnés ici, il s'agit de maîtriser ce type d'hybridation entre des modes de calcul qui sont très différents
d'en construire le pilote. Point très important, de benchmarker les différentes technologies quantiques, car on ne sait pas aujourd'hui quelles seront les plus performantes qui vont émerger. Ça reste une des inconnues de la décennie qui vient. Et puis enfin, de développer une façon de programmer ces machines hybrides de manière complètement transparente pour en favoriser le développement de l'usage. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vais conclure en vous disant que le calcul quantique est en train de devenir une réalité, qu'à l'évidence, c'est un sujet souverain, et qu'enfin, dans ce domaine, la France et l'Europe sont encore très bien placées avec une activité de recherche, d'innovation, avec des startups et avec des industriels qui se mobilisent. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour cette explication sur voilà, les tenants et les aboutissants du quantique. C'est pas facile à aborder. Il y a un jargon, il y a des enjeux de science pure à maîtriser. En tout cas, on l'a compris, il y a aussi quand même des vrais atouts. Et il y a aussi Alice et Bob, dont on a parlé un petit peu, qui travaillent d'ailleurs avec le CEA. Je vous propose d'écouter l'interview que j'ai réalisée de Théo Perronin. Vous le verrez, il est quand même assez génial. Ce qu'ils veulent chez Alice et Bob, c'est tout simplement fabriquer le super ordinateur quantique de demain. On l'écoute tout de suite et on se retrouve après. Alors nous sommes ici aux Échos avec Théo Perronin. Bonjour Théo. Bonjour Marion. Vous êtes cofondateur d'Alice et Bob. Alice et Bob dont on parle beaucoup parce que ça soulève toutes les, je dirais les mystères du quantique. Tout le monde parle de quantique aujourd'hui. Vous êtes polytechnicien et vous avez cofondé Alice et Bob il y a peu de temps, il n'y a pas si longtemps. Ça fait quoi, 2 ans? 2 ans, c'est ça, à la fin de nos thèses avec mon associé Raphaël Lescane. Vous êtes un passionné du quantique et le quantique, il faut qu'on rappelle pour celles qui nous écoutent ce que c'est parce que ça rabat quand même beaucoup de cartes visiblement, tout le monde en parle, les impacts vont être nombreux, on en parlera plus tard, mais votre définition à vous c'est quoi? Donc le quantique, c'est la description de la physique qui est apparue dans les années 1920 pour à la base décrire l'infiniment petit et qui aujourd'hui effectivement est remis au cœur des courses technologiques pour construire des ordinateurs quantiques dont le but c'est d'exploiter cette physique très riche de l'infiniment petit pour permettre d'accélérer grandement la puissance de calcul des machines, des ordinateurs. Est-ce que je résume bien si je dis qu'on va un cran plus loin avec le quantique, notamment la physique quantique, sur la connaissance de l'atome? Disons qu'on connaît extrêmement bien la physique de l'infiniment petit et disons que ces expériences de pensée des pères fondateurs de la physique quantique ont été validées jusqu'au prix Nobel de Serge Haroche et David Wineland en 2012 pour avoir été les premiers à manipuler individuellement des systèmes quantiques et jouer avec ces règles du jeu exotiques. Maintenant, on est au stade où, puisqu'on arrive à jouer et manipuler ces systèmes exotiques, on peut se dire qu'on peut commencer à construire des machines qui sont régies par ces lois qui ne sont pas faciles à intuiter. Alors effectivement, ce qui est très visible dans ce qu'on présente comme cette révolution du quantique, ce sont ces fameux super ordinateurs. On se rappelle des ordinateurs d'IBM dans les années 70. Là, on est un peu à la même période, avec des ordinateurs qui ressemblent à des machines du futur. On y trouve toutes sortes de choses, des tuyaux, des choses assez imposantes. Voilà, on l'a déjà vu et sans doute vous qui nous écoutez aussi. Et vous êtes justement, avec Alice et Bob, vous intéressez à ces machines et particulièrement sur le qubit. Racontez-nous ça. C'est ça, donc la mission d'Alice et Bob, c'est de développer le premier ordinateur quantique universel et sans erreur. Donc on est un acteur du hardware, on construit la machine de sa conception à son opération pour fournir comme un service une puissance de calcul démultipliée pour certains cas d'usage. La technologie d'Alice et Bob, c'est un nouveau type de bit quantique, donc de système élémentaire, de briques de base de cette machine. C'est l'unité du quantique, hein, le qubit, c'est ça? Exactement, ouais. C'est un petit peu l'équivalent du transistor dans l'ordinateur classique. Sauf que ce qui est amusant, c'est que, comme vous le disiez, on est au stade des prémices de l'ordinateur quantique. Donc on voit différentes approches. Certains essayent de le construire en manipulant des atomes individuellement et d'autres, comme nous, en faisant des circuits imprimés
refroidis à très basse température, ce qui conduit à des machines effectivement avec des tuyaux, de la cryogénie et un petit peu d'exotisme. Pour vous, le quantique, c'est pas si fantastique que ça dans la mesure où vous dites il y a des erreurs en fait, notamment sur le qubit. Pourquoi vous dites qu'il y a des erreurs? Disons, c'est pas la physique quantique qui est fausse, hein. Bien au contraire, on n'arrive absolument pas à la prendre en défaut. Non, ce sont les machines qu'on construit qui ne sont pas idéalement quantiques, dans le sens où vous, moi, dans la vie de tous les jours, on n'est pas à plusieurs endroits à la fois, on ne se téléporte pas, on n'a pas accès à ces états exotiques de la physique quantique, parce que ces états sont très fragiles. Et donc construire une machine qui se comporte de manière quantique, c'est construire une machine qui soit parfaitement bien isolée du reste du monde. Et dès lors qu'il y a un petit peu d'information qui fuit de cette machine, eh bien, ça crée de la décohérence et donc des erreurs dans le calculateur. Et donc si on veut avoir une machine qui livre ses promesses d'accélération exponentielle de puissance de calcul, il faut qu'elle reste parfaitement quantique, qu'elle n'ait pas d'erreur pendant la durée du calcul. Et c'est là aujourd'hui le principal défi dans la course à l'ordinateur quantique, c'est de faire une machine fiable. Donc c'est toute la mission d'Alice et Bob, c'est pour ça que vous avez lancé votre start-up. Exactement, parce qu'on est issu, disons, de plus de 10 ans de recherche au sein de différents laboratoires, CNRS, INRIA, CEA, les mines, les ENS, qui ont mis au point un nouveau type de bit quantique supraconducteur conçu nativement pour corriger une partie de ces erreurs et ce faisant pour simplifier considérablement la conception de l'ordinateur entier. Alors récemment, il y a eu un peu d'actu. Vous auriez doublé Amazon, qui eux aussi bien sûr ont investi le terrain, et comme d'autres, hein, vous êtes dans la cour non pas des grands mais des géants. Vous avez récemment fait une prouesse, laquelle? Alors on a démontré que notre premier bit quantique de Schrödinger, c'est le nom de notre bit quantique, était capable de corriger quasiment complètement l'un des deux types d'erreurs que subit un bit quantique. En l'occurrence, c'est le bit flip, celui qui inverse un 0 en un 1 et vice-versa. À la base du code informatique aussi, 0 et 1. Exactement. Alors la différence dans un ordinateur quantique, c'est qu'il n'y a pas qu'une, mais il y a deux erreurs possibles. Et donc quelque part, on a fait la moitié du chemin. On a corrigé la moitié des erreurs. Maintenant, charge à nous de corriger la moitié restante. Ça, c'est une première mondiale? En tout cas, dans ces proportions-là, oui, très clairement. On a dépassé de 4 ou 5 ordres de grandeur, donc d'un facteur 10 000 ou 100 000, le dernier record établi. Vous avez aussi levé récemment 27 millions d'euros. Vous êtes, je crois que c'est votre deuxième levée de fonds, il me semble. C'est ça, c'est notre série A. Donc on avait fait un premier tour d'amorçage de 3 millions d'euros et qu'on a complété cette année avec une série A de 27 millions d'euros menée par BPI France, Supernova Invest, Elaya et Brega. Pourquoi aujourd'hui institutions, gouvernements et même des consortiums à l'échelle mondiale investissent ce nouveau territoire? Parce que c'est une machine à calculer qui vient permettre de décupler la capacité des ingénieurs, des scientifiques à faire des découvertes dans certains domaines. Et en fait, il y a trois types de cas d'usage pour lesquels on sait que l'ordinateur quantique peut fournir une accélération dramatique pour résoudre ces problèmes. Ces cas d'usage sont les problèmes d'optimisation, qu'on soit en train d'optimiser un portefeuille financier ou la forme optimale d'une pale d'éolienne. Les problèmes d'algèbre linéaire, ça veut dire à peu près toute l'ingénierie, qu'on soit en train de résoudre les équations de mécanique des fluides pour une turbine hypersonique ou de développer un réseau de neurones pour une intelligence artificielle. Et le dernier cas d'usage, c'est la capacité à résoudre de manière exacte la chimie et donc à fortiori la biologie, donc à être capable de simuler exactement le comportement de molécules et leur réaction et donc de faire de la chimie une science exacte. C'est une machine à calculer qui, pour certains types de cas d'usage, mais qui sont partout dans l'industrie, va permettre de changer complètement le champ des possibles. Ce n'est pas simplement aller plus vite, c'est transformer des problèmes qui auraient pris l'âge de l'univers à résoudre sur les meilleurs supercalculateurs classiques en des problèmes qui peuvent être résolus en quelques minutes, quelques heures sur ces ordinateurs quantiques lorsqu'ils seront aboutis. Donc c'est un enjeu de souveraineté économique parce que l'impact économique est estimé en centaines de milliards de dollars par les groupes de conseil qui ont pignon sur rue. Et c'est aussi des enjeux de souveraineté plus largement d'ingénierie parce que c'est la capacité à maîtriser des nouvelles innovations, aussi bien sur des nouveaux matériaux, des nouveaux algorithmes et donc de dicter un peu les règles du jeu de l'économie de demain. Vous êtes sur une course contre la montre dans le sens où vous voulez justement faire naître ce fameux superordinateur quantique. Projetons-nous un petit peu. Une fois que vous aurez atteint ce Graal, admettons, vous y arrivez, et je suis persuadée que vous allez mettre toute l'énergie dedans, qu'est-ce qui va se passer pour Alice et Bob ?
Ensuite, c'est comme les ordinateurs classiques, on ne s'arrête pas à la première machine, on continue à la complexifier, augmenter sa puissance de calcul, être capable de résoudre des problèmes toujours plus complexes. Et effectivement, pour nous, le but du jeu, ça va être de continuer à alimenter ces ingénieurs, ces scientifiques avec des outils qui leur permettent de résoudre les problèmes toujours plus complexes du 21e siècle. Mais ça veut dire que demain, on va vous acheter des machines ? Donc pour nous, le but du jeu, c'est de vendre du temps d'utilisation de nos machines. C'est le modèle économique par défaut du calcul quantique qui est celui du cloud computing, parce qu'on est en 2022 et donc ces grosses bécanes, ces grosses machines que vous décrivez, le but du jeu, c'est pas de les avoir chez soi, mais d'y avoir accès depuis n'importe où pour résoudre ces problèmes depuis n'importe où. À votre avis, comment vous allez avancer dans cette compétition ? Je redis que c'est quand même une compétition très féroce. La Chine, avec Xi Jinping, son président, a décrit le quantique sur la liste des 5 technologies de rupture sur lesquelles la Chine doit être la première. Les États-Unis, bien sûr, investissent des milliards. Vous venez de lever 27 millions d'euros. Comment vous allez rentrer dans la cour des géants ? Aujourd'hui, on a cette chance très forte qui est d'être né d'un terreau très fertile de laboratoires très innovants qui nous ont permis de commencer avec un coup d'avance que vous avez mentionné tout à l'heure. Aujourd'hui, on est en tête de notre discipline, celle de la course au bit quantique sans erreur. Maintenant, vous l'avez bien compris, il y a une question de moyens également. C'est-à-dire qu'on a des idées, maintenant il faut un petit peu de pétrole aussi. Et charge à nous de mobiliser, de fédérer. On a beaucoup de chance en France d'avoir le plan quantique du président Macron qui vient amorcer cette pompe, poser les bases de l'écosystème du quantique. Maintenant, il faut faire preuve d'audace et aller jusqu'au bout de cette opportunité pour rafler la mise. Mais on pourrait imaginer, puisque vous êtes déjà sur une première mondiale démontrée, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, que finalement votre entreprise Alice et Bob, elle soit souveraine, elle soit labellisée comme une entreprise à protéger en France, non ? On est très bien soutenu, on est soutenu financièrement par la BPI, le CEA et les universités qui nous ont accompagnés, ainsi que des fonds de capitaux risques. Maintenant, il ne faut pas brûler les étapes. L'entreprise n'a que 2 ans, on est déjà 40 et il faut continuer à croître pour se donner les moyens de ses ambitions, effectivement. Est-ce que la physique quantique, l'utilisation des machines quantiques peut amener quelque chose dans la résolution des grands problèmes aujourd'hui que nous vivons ? Oui, il y a de plus en plus de rapports extrêmement détaillés, notamment sur le défi du changement climatique. Comment se donner un petit peu plus de temps pour résoudre ce problème de fond. On ne dit pas que ça va complètement résoudre le problème du changement climatique, mais c'est un moyen d'armer les ingénieurs avec les bons outils pour adresser les problèmes de fond, notamment ceux de la capture du carbone, ceux de la frugalité énergétique de manière générale, et donc la conception de nouveaux matériaux, de nouveaux outils pour essayer de s'acheter du temps, le temps de résoudre ces problèmes sociétaux de fond. Disons que c'est un très bon outil pour essayer de résoudre le problème du changement climatique à la petite échelle des ingénieurs. J'aimerais juste terminer cette interview, Théo Perronin, par une question que j'aime poser à tous les jeunes entrepreneurs. À quoi ressemble Alice et Bob dans 5 ans ? Dans 5 ans, tout le mal qu'on peut souhaiter, c'est d'être le premier fournisseur mondial de calcul quantique, de puissance de calcul quantique, et d'avoir créé ce leader ex nihilo de cette industrie naissante qui est le calcul quantique. En tout cas, nous, chez NetExploit aux Échos, on suivra avec passion votre aventure. Merci beaucoup, Théo. Merci beaucoup, Marion.